Eh bien le bonjour tout le monde, bienvenue sur les tuteurs de Vito, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler d'un sujet sensible, l'accent anglais. Comment faire pour avoir un bon accent anglais? Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'on se met pas un peu la pression, nous les Français, pour avoir un bon accent anglais? Bon, il y a aussi des techniques pour y arriver. Eh bien on va répondre à toutes ces questions dans cet épisode, à tout de suite. Bon alors la première chose à dire, c'est sans doute, qu'est-ce que c'est qu'un accent anglais? Déjà, il n'existe pas un seul accent anglais. Des accents anglais, il y en a des centaines et des centaines différents. Et c'est ce qui fait la beauté de la langue. Donc, en général, quand on parle d'accent anglais, est-ce que j'ai un accent? Est-ce que j'ai un bon accent? C'est surtout qu'on le compare par rapport à l'influence du français. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à se détacher de son accent français quand on parle anglais. Autrement dit, quelle est l'influence que notre accent français a quand on parle anglais? Ici, donc, la question centrale, à mon avis, c'est de se dire, est-ce que l'accent a une importance fondamentale? Est-ce que c'est extrêmement important d'avoir un très bon accent? Alors tout de suite, j'entends beaucoup d'entre vous se dire « Ouais, l'accent français, c'est un peu sexy. » Des fois, on dit « C'est même plutôt une carte à jouer, quelque chose qui nous met en valeur, que les anglophones eux-mêmes apprécient, le fait de « You speak like this, I speak French, I speak English, sorry, my English is not very good. » On en joue énormément. On en joue et c'est presque devenu une caricature, je trouve, de dire, bah en fait, au final, c'est presque mieux d'avoir un accent français bien visible, plutôt que d'essayer d'avoir un mauvais accent anglais. Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Je vais vous dire pourquoi. Simplement parce que, ici, on est sur une chaîne pour apprendre l'anglais, et je pense que beaucoup de gens se complaisent dans cette idée de se dire bah, « j'ai un accent français et je l'assume complètement », pas de souci, d'accord? Il n'y a aucun problème là-dessus, on en parlera tout à l'heure. Mais je pense aussi qu'il y a une vraie marge de progression, et que les anglophones, à mon sens, ou en tout cas dans mon expérience, sont super attentifs et super sensible au fait qu'un Français, par exemple, puisse parler sans accent, ou en tout cas avec très peu d'influence du français dans son accent anglais. Donc, de là à dire que ce soit charmant, soit, mais moi je pense qu'on a vraiment une marge de progression et qu'on peut viser, on peut essayer de viser un accent anglais qui soit beaucoup plus performant que ce qu'on voudrait bien laisser croire. Alors, que dire de certaines personnes qui parlent un très bon anglais, c'est-à-dire au niveau syntaxe, les phrases sont bien construites, le lexique est bien choisi, la grammaire est ok, pas de soucis. Que dire de ces personnes qui parlent donc bien anglais, mais avec un très fort accent français? Est-ce que c'est gênant? Je vais prendre l'exemple de... Alors je prends souvent cet exemple-là, l'exemple de l'entraîneur de foot Arsène Wenger, qui parle plusieurs langues, dont l'anglais. Il a été... voilà, le très connu, le très fameux entraîneur d'Arsenal pendant de nombreuses années. On l'écoute quelques minutes et vous me dites ce que vous en pensez. By far, he has everything what you dream to have. Intelligent, quick reaction, good with running with the ball, moves forward quickly, and of course he's very accurate in front of goal. I hope he will not be injured. Bah, ici, clairement, voilà, il s'exprime parfaitement en anglais. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème. Le souci, si c'en est un, et j'ai pas l'impression que c'en soit un, vraiment, c'est que, en effet, on sent très fort qu'il est francophone à la base, et que cet accent français, et on l'entend, il est perceptible, largement perceptible. Mais ça n'empêche en rien, évidemment en rien, de le comprendre. Donc en réalité, l'accent importe peu à partir du moment où on s'exprime correctement. Vous me suivez? Alors c'est sûr que ce serait mieux si Arsène Wenger avait un accent beaucoup plus authentique, mais en réalité, on le comprend évidemment parfaitement parce que sa syntaxe est bonne, son vocabulaire est bon, sa grammaire est bonne, ok? Alors, deuxième exemple que je vais prendre, cette fois-ci, on va prendre l'exemple inverse. On va prendre un anglophone qui parle français. Alors, écoutez, John Malkovich, le grand acteur John Malkovich, qui va s'exprimer et qui s'exprime extrêmement bien en français. Je me souviens bien, une soirée, quand il est arrivé chez lui, je vais rester chez lui, j'étais en route pour aller en Amérique. Il était à New York, il a dit
non, tu dois rester à ma maison, tu restes là, appelle ce femme, elle va te donner les clés, tout ça. Je lui dis, ok, très bien. Donc là, on s'aperçoit quoi? Que il fait des erreurs de grammaire, il choisit pas forcément les bons mots au bon moment, il a un accent anglais très fort quand il parle français, mais je pense qu'on est tous et toutes admiratifs de voir la manière dont il s'exprime. Il peut raconter des histoires, il peut parler de n'importe quel sujet, et à aucun moment on va se dire « Oh, il a un accent, oh là là, quel accent anglais il a, c'est incroyable, il doit faire des efforts, etc. » Donc voilà, tout ça pour dire que l'accent en lui-même, c'est peut-être un faux sujet, et c'est un prof d'anglais qui vous dit ça. Donc l'idée, ce n'est pas de se dire « Je ne fais pas d'effort d'accent », mais l'idée c'est de se dire « Je vais essayer de faire la fusion entre améliorer mon accent anglais, avoir un bel accent anglais, et en même temps essayer d'améliorer la structure de mes phrases, la structure de le choix de mon vocabulaire, pardon, et voilà, utiliser les outils grammaticaux à ma disposition pour pouvoir porter mon message. Et si je conjugue ces deux éléments-là, eh bien, on va arriver vraiment à un niveau d'anglais qui sera plus que satisfaisant. On va essayer de viser, voilà, les deux aspects, à la fois la forme et le fond. Alors, deuxième élément de cette vidéo, je pense qu'il serait important d'essayer de définir, mais qu'est-ce que c'est que l'accent? D'accord, en quoi ça consiste? Eh ben, selon moi, il y a 3 facteurs qui rentrent en jeu dans l'accent anglais. Qu'est-ce que c'est que d'avoir un accent anglais? Le premier facteur, c'est la prononciation. D'accord, la prononciation des mots, ce qu'on appelle la phonologie. La manière dont les lettres se combinent ensemble et forment un son. Ok? Pour moi, c'est un peu comme faire de la peinture. Vous prenez de la peinture bleue, vous prenez de la peinture jaune, vous mélangez les deux à part égale, ça va faire du vert. Mais si vous choisissez de mettre un petit peu de bleu avec beaucoup de jaune, eh ben, le vert va devenir forcément un vert qui sera plus clair ou plus foncé. D'accord? Donc en fonction de la combinaison du bleu et du jaune, on va avoir un vert qui sera plus ou moins foncé, plus ou moins... Eh bien c'est la même chose avec des combinaisons de lettres en anglais. Certaines lettres ensemble vont former certains sons, certaines autres lettres, notre combinaison de lettres va former des sons différents. Donc pour moi, la prononciation des mots est essentielle. À tel point que si la prononciation des mots est défaillante, si on prononce mal un mot, la communication peut être mise en péril. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne vous comprend plus. L'anglophone qui va vous écouter ne va pas comprendre ce que vous voulez dire simplement parce que vous prononcez mal le mot. Okay? Bon, je vous prends quelques exemples. Vous avez le mot qui apparaît à l'écran. Okay. Nous, francophones, on va dire nation. Évidemment, si on prononce nation au lieu de nation, forcément, ça va poser un problème. Deuxième mot. Un mot très courant qui veut dire suffisamment ou assez en anglais. Et vous savez, je pense qu'il se prononce enough. Mais c'est clair que si on le voit dans sa tête écrit, mais qu'on le prononce enog ou inoug, quelque chose comme ça, clairement, vous n'allez pas pouvoir passer votre message. Troisième mot, mountain, qui est très différent de la manière dont il s'écrit, mountain. Si vous dites mountain, ça risque de pas passer. Un adjectif très souvent utilisé, je vous l'écris avant de le prononcer. Comment vous le prononceriez celui-là? Vous voyez ma lettre? Déjà mes lèvres forment un cercle ici. Oh, awkward. Cet adjectif, awkward, qui veut dire un peu, qui veut dire mal à l'aise, awkward, eh bien, en fonction des situations et de la manière dont vous le prononcez, bah, ça peut complètement changer le sens d'une phrase. Même chose avec le i court et le i long si vous dites reach. Si vous prononcez reach au lieu de rich, eh ben, c'est pas du tout la même chose. Le verbe reach avec un i long veut dire accéder à quelque chose, to reach, mais le mot rich avec un i court, rich, c'est l'adjectif riche, d'accord? Donc bon, voilà, vous voyez bien que la prononciation a un impact direct sur la communication. Donc pour faire un bon accent, il faut avoir une bonne prononciation, mais il faut aussi avoir une bonne accentuation. Et ça, peu de gens le savent, ou en tout cas beaucoup de gens le savent, mais peu de gens le mettent réellement en pratique. Alors qu'est-ce que c'est que l'accentuation? Ben, pour faire simple, dans un mot à plusieurs syllabes, il y aura forcément une syllabe qui sera dite plus forte, avec plus d'intensité, avec plus de longueur que les autres.
Bah c'est ça l'accentuation. Et ça crée le rythme qui est propre à la langue anglaise. Contrairement au français qui a une ligne plate, un encéphalogramme plat, et ben en anglais ça monte et ça descend. Il y a des rythmes, il y a des syncopes. C'est très rythmé, c'est très cadencé, c'est ce qui fait la beauté de cette langue. Mais n'empêche que cette accentuation, elle donne aussi un allant, elle donne du sens et elle contribue à améliorer votre accent anglais. Prenez l'exemple de l'adjectif que j'écris ici. Combien de syllabes? International. 5 syllabes. Sur ces 5 syllabes, il va y en avoir une qui sera accentuée plus forte que les autres. Okay, vous vous doutez sans doute parce que c'est un adjectif très connu. Ça va être la 3e syllabe. International. International. Eh bien, ça n'a rien à voir que de dire international et de dire international. International. En fait, ça contribue vraiment, alors à la petite échelle d'un mot, ça se voit pas vraiment, quoique, mais quand on le multiplie et quand on le fait de manière systématique sur la plupart des mots, eh bien ça a une influence très forte sur la façon dont on parle et sur le ressenti et aussi sur le sens, parce qu'on va venir insister sur certains mots. C'est ce qu'on appelle les accents de phrase. Dans une phrase, il y a certains mots qui vont être dits plus fort que les autres et forcément ça va donner du sens. Ça va aider, contribuer à faire du sens. Et donc, vous aider à mieux vous faire comprendre. Alors, les règles d'accentuation. Vous vous dites peut-être, ouais, mais vas-y Vito, explique-nous comment on fait pour accentuer. Eh ben, je l'ai déjà fait. Ici, je vais mettre des vidéos que j'ai faites il y a quelques années et où j'explique toutes les règles d'accentuation. Je peux vous en donner quelques-unes très rapides, mais le but là, c'est pas de vous faire un cours sur l'accentuation. Je peux vous en donner quand même quelques-unes, histoire de vous donner quelques tips aujourd'hui. Alors déjà, pour bien accentuer un mot, il faut identifier quelle syllabe accentuer. Ok ? Bon, une fois qu'on l'a, ça se fait en 3 étapes. Comment faire pour accentuer une syllabe? Eh bien, il y a 3 choses à faire. Petite A, on va mettre de l'énergie. On va parler plus fort, on va avoir une intention plus ferme. Deuxièmement, on va la faire durer un peu plus longtemps. International, na. Ok, il est plus rapide que le inter et le ch-no. International, international. Donc, on met plus d'énergie. Petit b, c'est un peu plus long, d'accord? On y passe un peu plus de temps. Et également, on va y mettre un peu plus d'intonation. Ok? C'est-à-dire que la voix va monter un petit peu. International, na. Ok? International. Ma voix, elle est devenue un peu plus aiguë sur le na. International. Essayez pour voir. International. Vous n'êtes pas obligé d'aller vite. On peut le dire très lentement et réussir à accentuer. International. Si je le fais un peu au ralenti. International. Vous voyez un peu l'idée? Donc 3 étapes, plus d'énergie, plus de temps, donc plus long, et plus d'intonation. D'accord? Ça, c'est comme ça qu'on accentue une syllabe. Alors, une première règle connue concerne les mots de 2 syllabes. Eh bien écoutez, c'est facile, les noms, la plupart des noms et des adjectifs de 2 syllabes sont accentués sur la première syllabe. J'ai bien dit la plupart, il y a énormément d'exceptions, mais c'est une règle qui tente à se vérifier quand même dans la réalité. Donc je répète, la plupart des noms et des adjectifs de 2 syllabes s'accentuent sur la première syllabe. Je vous propose ici une liste d'adjectifs. Faites pause si vous voulez vous entraîner d'abord, comme ça vous allez avoir le temps, et ensuite on se retrouve et je vous donne les réponses. Alors on y va pour les réponses, rappelez-vous c'est sur la première syllabe, donc ça va nous donner pleasant, pleasant, awesome, awesome, happy, happy, nervous, nervous, early, early, basic, basic. Donc on sent bien l'accentuation, l'accent est mis, ou qu'on appelle aussi l'accent tonique, d'ailleurs j'aurais dû vous le redire tout à l'heure. L'accent tonique est sur la première syllabe. Maintenant, une liste de noms qui s'affiche là, on fait comme tout à l'heure. Minute, minute, challenge, challenge, forest, forest, jacket, jacket, English, English, lesson, lesson. Donc on sent bien que c'est sur la première syllabe. Encore une fois, ce ne sont que des règles générales et que vous allez trouver énormément d'exceptions.
Et si vous voulez vraiment avoir une vidéo qui explique tout, les exceptions, etc., vous allez voir et vous cliquez sur le lien ici. Alors, deuxième règle concernant les mots de 2 syllabes. Cette fois-ci, on va parler des verbes. Eh bien, les verbes de 2 syllabes, la plupart du temps, sont accentués sur la 2e syllabe. J'ai bien dit la plupart du temps, il y a beaucoup d'exceptions, mais c'est une règle qui fonctionne plutôt pas mal. Donc même principe que tout à l'heure, je vous affiche quelques verbes, vous faites pause, vous prenez le temps de vous entraîner à les accentuer sur la 2e syllabe et vous vérifiez juste après. Refuse, refuse. Prefer, prefer. Occur, occur. Submit, submit. Announce, announce. Begin, begin. Et chose importante aussi, quand une des syllabes est accentuée, l'autre syllabe, elle est un peu sous-accentuée. On la prononce plus rapidement et on y passe beaucoup moins de temps pour donner plus de valeur à celle qui est accentuée. Quand je dis par exemple begin, on n'entend presque pas le B. Okay? C'est vraiment pas 2 syllabes qui sont égales, c'est pas begin, c'est begin, begin. Alors comment faire pour trouver la bonne accentuation d'un mot, parce qu'on a quand même des outils pour ça. Alors avant, quand Internet n'existait pas, on avait des dictionnaires papier, et donc on regardait le mot et la transcription phonétique du mot, et on cherchait l'apostrophe, l'espèce de petite apostrophe là qu'on voyait. Et en fait, c'est une règle très simple, quand vous voyez cette apostrophe là, vous savez que c'est la syllabe juste après qui est accentuée. Si je prends par exemple le mot crocodile, crocodile, vous voyez l'apostrophe est au tout début, ça veut dire que c'est cro qui va être accentué. Si je reprends le mot international, vous voyez que la petite apostrophe est juste avant le na. Donc je sais que c'est là qu'il va falloir que je fasse mon effort. International. Maintenant, avec les dictionnaires en ligne, moi je conseille toujours d'utiliser Word Reference, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus efficace. Vous tapez le mot et vous pouvez l'écouter. Donc vous avez non seulement, vous savez non seulement que visuellement le mot s'accentue à tel ou tel endroit, mais vous pouvez aussi l'entendre, ce qui est quand même nettement plus simple. Et ça permet de vraiment se rendre compte de là où se situe l'accent tonique. Donc on a vu que pour avoir un bon accent, il fallait avoir numéro 1, une bonne prononciation, numéro 2, une bonne accentuation, et le 3e aspect, c'est l'intonation. Alors qu'est-ce que c'est que l'intonation? C'est simplement la variation de la voix du plus grave au plus aigu. Ok, quand je vous disais tout à l'heure que le français était un peu un encéphalogramme plat, et c'est la même chose au niveau de la musicalité de la langue. En français, on parle toujours à peu près sur le même ton. Les Anglais, eux, en revanche, passent du très aigu au très grave, et ça donne à nouveau une couleur à la façon dont on parle. Donc cette intonation montante et descendante, qu'on appelle aussi le schéma intonatif, c'est un aspect à ne pas négliger si vous souhaitez améliorer votre accent. Il y a une règle très simple pour que vous compreniez, notamment dans les questions, parce que c'est souvent là qu'on entend une intonation très, très particulière. Eh bien écoutez, dans les questions qu'on appelle fermées, les questions fermées, ce sont les questions qui attendent une réponse oui ou non, d'accord ? Eh bien dans les questions fermées, l'intonation est systématiquement montante. Qu'est-ce que c'est que l'intonation montante? Ça veut dire que, concrètement, votre voix est plus aiguë à la fin. Regardez ces exemples. Are you married? Are you married? Do you like pizza? Do you like pizza? Ici, l'intonation monte dans les questions fermées. Et inversement, dans ce qu'on appelle les questions ouvertes, donc les questions qui attendent n'importe quel type de réponse, dans ces cas-là, l'intonation descend. Elle est toujours descendante. How many people are invited? How many people are invited? D'accord? L'intonation descend et on arrive au grave à la fin. Okay? De la même manière que quand vous faites une déclaration, quand vous parlez, quand vous faites une phrase déclarative pour donner une information. Where is Susie? Well, she went to the supermarket. To the supermarket. She went to the supermarket. Donc quand on arrive à la fin d'une phrase déclarative, la voix redescend, un petit peu comme en français d'ailleurs. Mais voilà, toute cette musicalité de la langue là, ces montagnes russes, quand ça monte et quand ça descend, tous ces schémas intonatifs, il y en a évidemment beaucoup d'autres, et je pense qu'il faut en avoir conscience et essayer de les imiter pour pouvoir améliorer son accent. Donc pour conclure, un bon accent c'est de la prononciation, une bonne accentuation et une intonation qui varie.
Je profite pour vous dire, avant d'entamer le dernier chapitre de cette vidéo, de vous dire que tout ce que je vous raconte là est détaillé dans mon livre Bientôt bilingue, que vous pouvez retrouver aux éditions First, dans tous les magasins, dans toutes les librairies, sur internet. Je vous mets le lien dans la description. Il y a des exercices d'entraînement, il y a des enregistrements, voilà, je vous détaille tout ça et c'est un très bel objet. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas. Quels sont mes conseils? Quelles sont les techniques que je souhaiterais vous suggérer? La première chose, s'il vous plaît, parlez à voix haute. C'est essentiel. Je vous disais tout à l'heure au début de la vidéo, si vous avez du monde autour, c'est pas évident de parler à voix haute. Essayez de vous isoler quand vous bossez votre anglais. Essayez de vous isoler parce que le mieux et le plus important, c'est d'ouvrir la bouche, de sentir, d'écouter, d'être à l'écoute et de pouvoir vraiment expérimenter ce que c'est que la prononciation, l'accentuation et l'intonation. Ça doit s'entendre. C'est pas du tout la même chose de le faire dans sa tête. Ça n'a rien à voir. Donc je vous encourage vraiment à tout faire à voix haute et pas en chuchotant. Faites-le vraiment à voix haute, ça va vous faire progresser. Deuxième conseil que je vous donnerais bien, moi, ce serait de ne pas avoir peur de répéter. Pour moi, la prononciation, elle vient par la pratique. Et la pratique, c'est pas forcément de se mettre en conversation avec quelqu'un tout le temps. Ça fait partie des choses à faire, évidemment. Mais pour moi, quand on est seul et qu'on veut progresser à l'oral, et moi je suis passé par là pendant des heures et des heures et des heures, c'est de répéter. Alors de répéter, ce qui implique d'avoir un modèle. Alors, la technique que personnellement je trouve la plus efficace parmi toutes, c'est ce qu'on appelle le shadowing. Je ne sais pas si vous connaissez le shadowing, je vous explique en quoi ça consiste. Et vous allez pouvoir l'essayer tout de suite. Le shadowing, comme son nom l'indique, shadow, ça veut dire une ombre. Et ce terme fait allusion au fait de suivre quelqu'un comme son ombre. Et bien là, en fait, vous allez choisir un enregistrement qui est un enregistrement de votre niveau. C'est-à-dire, si vous êtes très avancé, vous pouvez prendre un enregistrement qui va vite. Si vous êtes débutant, vous allez essayer de choisir quelque chose qui ne va pas trop vite. Et exactement comme si vous étiez dans l'ombre de cette personne qui parle, vous allez répéter ce que dit cette personne-là le plus précisément possible, avec un très léger décalage, comme une ombre d'ailleurs, en faisant des pauses, exactement comme si vous projetiez une ombre sur les mots de cette personne. Vous allez vous mettre dans la trace de quelqu'un, d'accord? Vous allez suivre le rythme de quelqu'un en parallèle, comme ça. Je vous montre ce que ça donne en image devant mon ordi. Et ben on se retrouve sur mon ordi pour que je vous montre comment fonctionne le shadowing. Vous allez voir, c'est très simple. Il vous faut choisir un document audio, peu importe lequel, ça peut être un enregistrement, ça peut être une vidéo. Moi, c'est une vidéo qui provient du site Hello que j'aime beaucoup et dont je vous parle souvent sur la chaîne. Et très simplement, vous allez écouter, faire des pauses et essayer de reproduire le plus fidèlement possible à la fois la prononciation, l'accentuation et l'intonation. Regardez. Hello, my name is Bianca and I'm Hello, my name is Bianca and from North Carolina in the United States. I'm from North Carolina in the United States. Si jamais ça va trop vite, vous pouvez ici baisser, vous allez sur le petit engrenage, vous pouvez aussi choisir de baisser le rythme, d'accord? Donc je vais le ralentir un petit peu pour voir ce que ça fait. My question is, do you like living where it snows? Do you like living where it snows? Vous avez vu? J'ai à la fois prononcé comme elle, mais j'ai également reproduit l'intonation. Do you like living where it snows? Ok? Et n'hésitez pas à en faire presque un peu plus. On peut recommencer. The United States. My question is, do you like living where it snows? My question is, do you like living where it snows? Comme vous pouvez le voir, il y a également les sous-titres. Enfin, je veux dire, il y a le script qui est écrit là. Vous pouvez soit décider de le lire si vous en avez besoin, soit vous pouvez le cacher. Ok? Comme ici. On continue un peu. Now, where I'm from in the US, Well, where I'm from in the US, which is in the southeast,
Has all 4 seasons, so that Has all 4 seasons. Vous avez vu cette intonation? Has all 4 seasons. Bon, je pense que vous avez compris le principe global. C'est à la fois extrêmement simple et en même temps rudement efficace. Et si vous le faites et que vous le reproduisez tous les jours, je peux vous assurer que les progrès seront au rendez-vous. Donc l'idée, c'est vraiment de se caler sur le rythme de quelqu'un, d'imiter la personne du mieux possible, en faisant bien attention d'imiter non seulement la prononciation, mais aussi l'accentuation et également l'intonation. Okay, vous avez entendu dans la vidéo tout à l'heure que ma voix, elle monte, d'accord? À certains moments, je me focalise sur ce que dit la personne et j'essaie de l'imiter très très précisément. Alors vous allez voir que c'est un jeu qui est très amusant et qui, s'il est fait régulièrement, tous les jours, tous les 2 jours, dès que possible, vous allez voir que vous allez internaliser en fait la façon de parler. Vous allez vous calquer en fait sur un natif qui parle. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, dernier conseil, dernière technique que j'aborde dans mon livre également, c'est ce que j'appelle activer son filtre interne. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien simplement, quand on parle anglais, la plupart du temps, notamment quand on débute ou quand on n'est pas trop à l'aise, on se focalise sur le message. C'est-à-dire, on cherche ses mots, on essaie d'organiser, de choisir le bon temps, de choisir la bonne forme, on se concentre sur le fond, mais on oublie complètement la forme. C'est pour ça que notre accent, on le laisse un petit peu tomber parce qu'on est trop occupé à construire nos phrases. Donc, activer son filtre interne, ça veut dire avoir une sorte de radar, une sorte de point de vigilance quand on parle, une contrainte qu'on va se donner à chaque fois qu'on va parler pour être très vigilant sur un point en particulier. On ne peut pas avoir un accent parfait du premier coup. Donc on va diviser ça en plusieurs parties. Vous allez par exemple vous dire un jour, bon là je vais parler pendant, je sais que je vais parler pendant une dizaine de minutes, je sais que je vais faire du shadowing par exemple pendant une dizaine de minutes, ou je sais que je vais m'exprimer en anglais pendant une dizaine de minutes, et je vais faire attention uniquement à la façon dont je prononce mes R, le son R. Regardez l'exemple suivant. Did you know that my brother-in-law purchased a brand new car? Donc ici, l'idée, ça va être de se focaliser uniquement sur le son R, de faire en sorte que le son R soit bien rond, qu'il soit pas R. Ok, on va pas dire my brother-in-law, my brother-in-law purchase. Ici, on n'entend pas le R, purchase. Le mot car, on va presque pas l'entendre à la fin si on a un accent britannique. Si on a un accent américain, ce sera plutôt car, avec la langue qui se rétracte un petit peu, car. Bref, vous allez juste être conscient. Vous allez vous donner ce petit challenge pour ne pas subir la manière dont vous parlez. C'est-à-dire avoir une espèce de petit état de conscience, comme ça un filtre, c'est pour ça que j'appelle ça le filtre interne, on peut appeler ça un état de vigilance, on peut appeler ça un radar, vous appelez ça comme vous voulez, mais vous avez conscience de vous dire, là, il faut que je fasse super attention à tel point de ma langue. Moi, je vais vous parler de mon expérience, quand j'étais étudiant, j'avais déjà plus ou moins un accent britannique, mais j'arrivais pas vraiment à le définir. Et je me suis rendu compte, en effet, que le son O, en tout cas la diphtongue O, en anglais britannique est très présente. Okay? Un anglais britannique ne va pas dire hello, mais il va bien dire hello, O. Donc je me suis focalisé sur ce son O là, et à chaque fois que je devais prononcer dans n'importe quel mot le son O, eh bien j'avais conscience de devoir le prononcer de cette manière-là, de pas dire O, mais bien O. Donc à chaque fois que je disais oh no, je prononçais no. À chaque fois que je devais prononcer don't, je disais pas don't, ok, I don't know, mais je prononçais vraiment I don't know, au lieu de I don't know, I don't know. Mais j'avais cette espèce de conscience-là de me dire, il faut que je fasse attention à cette partie-là de ma prononciation. Et une fois que ça a été internalisé, en fait, ça vient tout seul, on n'y pense plus. Et après, vous pouvez passer, par exemple, au son R, ou alors au son H. Vous devez vous dire, tous mes H, il faut que je les prononce. Et je vais faire attention de ne pas mettre de H là où il n'y en a pas. Par exemple, how are you today? Oh, I'm really happy to see you. Vous allez vraiment essayer de prononcer les H à chaque fois qu'il y en a. Et c'est cette petite vigilance-là qui fait que quand on conscientise la manière dont on parle, ça nous aide énormément. En tout cas, en entraînement d'abord.
quand il n'y a pas la pression du groupe, quand il n'y a pas la pression de la conversation, en entraînement, faites-le. Et après, quand vous êtes en conversation avec quelqu'un, si ça vous arrive de pouvoir parler en anglais, eh ben, essayez de le mettre en application, mais ne vous mettez pas des contraintes trop importantes au départ. Donc voilà, les conseils, c'est parler à voix haute, le plus souvent possible. Faire du shadowing, le plus souvent possible. Répéter sans arrêt. Amusez-vous à le faire, c'est pas quelque chose de mal. On a souvent dit que la répétition était pas bonne. Moi, je suis persuadé que la prononciation, c'est quelque chose de mécanique. C'est quelque chose qui s'incarne. Et donc, je vous encourage plus à le faire tout le temps, dès que vous pouvez. Et puis, activez votre filtre interne pour avoir conscience des progrès à effectuer et pour pouvoir parler sans subir ce que vous dites, mais plutôt en ayant un effet sur ce que vous dites, un effet conscient sur la façon dont vous parlez. Comme ça, vous allez vous approprier votre langue et votre accent va de toute façon s'améliorer. Voilà, merci beaucoup. C'était un épisode long et complet. J'espère que vous avez réussi à me suivre jusqu'au bout. En tout cas, si ça vous a plu, laissez un pouce. Vous ne savez pas la différence que ça fait d'avoir des pouces bleus, d'avoir des abonnements. Ça booste ma chaîne et ça permet à beaucoup plus de gens de connaître ce projet des tutos de Wito, projet qui est utile et qui vous plaît. On est plus d'un demi-million sur cette chaîne d'abonnés. J'espère que ça va continuer encore et encore. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Bye bye, see you later.